Le lac de Wannsee, aux portes de Berlin, est un endroit paisible et idyllique. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Non loin de la rive se dresse ce bunker. C'est un vestige de la Seconde Guerre mondiale. Il a été construit en 1943 pour l'état-major de la Luftflotte Reich, une division de l'armée de l'air du Troisième Reich. Berlin. Es wird ein Terrorangriff der britisch-amerikanischen Luftpiraten auf die Reichshauptstadt erwartet. Ces murs de béton armés de 4 mètres d'épaisseur abritaient alors le quartier général de la lutte anti-aérienne pour toute la région de la capitale du Reich. Dans les années 1980, le bunker a été transformé en hôpital auxiliaire pour les temps de guerre. 600 personnes devaient pouvoir s'y réfugier en cas d'attaque nucléaire. À cette époque, c'est la guerre froide. La proximité du bloc communiste inquiète et des vidéos éducatives expliquent à la population comment se protéger en cas de crise. Atomsprengkörper wirken sofort im Kilometerbereich auf Mensch und Tier durch eine unsichtbare thermische sowie eine radioaktive Strahlung. Dieser Darsteller schützt sein Gesicht mit einer ABC-Schutzmaske. Als Körperschutz trägt er einen Umhang aus metallisiertem Gewebe mit Kapuze und Gummihandschuhen. Cet hôpital auxiliaire est équipé de fosses pour l'évacuation des vêtements contaminés et de douches pour décontaminer les patients. Les membres de l'association Les Mondes Souterrains de Berlin gardent l'accès du lieu. Aujourd'hui, c'est Rainer Yannick qui nous fait visiter le bunker. Il est chargé de la maintenance. Ce site a une particularité. C'est l'ouvrage de protection le plus abouti jamais construit en République fédérale. Dès l'origine, sa conception a intégré des équipements techniques d'envergure. On y trouve plusieurs circuits d'aération qui fonctionnent de manière entièrement indépendante les uns des autres. Le site possède son propre groupe électrogène de secours, un puits et une alimentation en eau autonome, et une grande cuisine collective qui aurait permis à 600 personnes de survivre ici sans aucun contact avec le monde extérieur. Après la chute du mur, tout l'équipement médical de cet hôpital auxiliaire a été distribué à l'étranger sous forme d'aide humanitaire. L'ouvrage en tant que tel, lui, demeure sous la tutelle de la protection civile allemande. Le bunker se trouve au lieu-dit du Eckeshorn, sur la rive ouest d'une petite baie formée par le lac de Wannsee. Le lac n'est en fait qu'un renflement de la Havel, l'un des 2 fleuves qui traversent Berlin. C'est depuis toujours un lieu d'excursion apprécié. La plage, sur la rive est, existe depuis plus d'1 siècle. Les Berlinois l'appellent leur baignoire. Les villas cossues sont construites quand la grande bourgeoisie berlinoise découvre que le lac est un lieu de villégiature idéal pour l'été. Rares sont celles qui appartiennent toujours à la famille d'origine. C'est ici qu'Elisabeth Ruhl s'est mariée en 1941, il y a plus de 70 ans. Je n'ai pas vraiment connu le Wannsee du temps de sa gloire. Cette époque était déjà un peu révolue. C'est du moins ce que prétendait ma belle-mère. Cela dit, elle devait avoir raison. Nous n'avions même pas de chauffage. C'était comme ça. On manquait de personnel de maison aussi. À la grande période, tout le monde avait une cuisinière, une femme de chambre et un jardinier. Chez nous aussi, il y avait une maison rien que pour le jardinier. Mais nous l'avons démolie. Elle était en piteux état. Tout le monde avait ça. Si je vous parle en toute sincérité, je crois bien qu'il n'y avait que des millionnaires ici. En 1871, Berlin est en plein boom. La capitale de l'Empire allemand nouvellement fondée triple sa population en l'espace de 20 ans pour atteindre bientôt plus d'1 million d'habitants. Ceux qui en ont les moyens passent l'été à l'extérieur de la ville.
le Wannsee devient un des lieux de résidence les plus prisés. L'aristocratie financière y fait construire des villas princières, agrémentées de jardins somptueux. Un banquier berlinois, Wilhelm Conrad, est à l'origine de ce lotissement cossu sur les rives du lac. Il lui donnera le nom de colonie Alsen. Les personnes qui faisaient ici étalage de leur pouvoir comptaient parmi les plus riches d'Allemagne. Wilhelm Conrad, l'un des principaux banquiers de l'époque, avait projeté de bâtir sur ce magnifique site quelque chose de paradisiaque, à l'instar de ce que le prince Charles de Prusse avait fait pas très loin d'ici, à Klein-Glienicke, ou de ce que son frère avait réalisé avec la construction à Babelsberg. Il faut avoir à l'esprit qu'après la guerre germano-danoise de 1863, et plus encore après la guerre franco-allemande, au moment de la fondation de l'Empire allemand, la force économique de l'Allemagne était gigantesque. Les grands bourgeois qui s'installaient là voulaient démontrer que leur puissance équivalait à celle de l'aristocratie. Aujourd'hui, on ne peut qu'imaginer les splendeurs d'antan. Les immenses propriétés ont été découpées, de nombreuses villas démolies. Celle-ci, la maison de campagne Oppenheim, est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Elle a été construite en 1908 d'après les plans du célèbre architecte Alfred Messel. Une maison assez grande pour accueillir les invités de l'été. Avant la Première Guerre mondiale, elle devient un lieu de rencontre pour les sommités berlinoises de la culture et de la science. Ils sont accueillis par Franz Oppenheim, un puissant industriel, et sa femme Margarete. Dans cette magnifique villa des Oppenheim, dessinée par Alfred Messel, avait lieu le plus grand nombre de rencontres et de fêtes de toute la colonie Alsen. On pouvait y admirer de nombreuses œuvres d'art. À Berlin, c'est Madame Oppenheim qui avait acheté les premiers Cézanne, par exemple. Elle les accrochait dans les chambres, les fenêtres ouvertes et sans surveillance. C'était le style de vie de la maison. Au printemps, on les apportait en voiture et à l'automne, ils étaient rapatriés en ville, dans leur hôtel particulier. Le monde de la grande bourgeoisie d'un côté du lac, le monde des petites gens de l'autre. Car les Berlinois qui ne peuvent pas se payer de villa viennent aussi au Wannsee. Si au début, la baignade n'est pas réglementée, dès 1907, la berge du côté est est aménagée en plage publique. La liaison ferroviaire rapide entre Berlin et la gare de Wannsee existe dès 1874. C'est ici qu'officiait le fameux Gustave de Fer, un cocher qui avait accédé au statut de légende depuis un voyage en fiacre jusqu'à Paris. Il venait chercher ses passagers à la gare et attendait toujours le dernier train. C'est pour ça que ses collègues l'ont appelé le Gustave de Fer, à cause de sa volonté de faire qui le poussait à attendre jusqu'au dernier client. Pendant la Première Guerre mondiale, comme tous les cochers avaient été mobilisés, ma mère a dû grimper sur le siège du cocher. Elle était âgée de 14 ans seulement. Parfois, elle allait chercher les enfants Siemens ou l'un de leurs fils dans leur villa du Petit Wannsee et elle les amenait à la gare pour qu'ils aillent à l'école à Berlin. Et puis elle les cherchait quand ils en revenaient. Oui, c'était comme ça. Ils faisaient transporter leurs enfants en fiacre. C'était comme ça dans les familles riches. En plus des banquiers ou des industriels, des artistes célèbres habitent aussi à la colonie Alsen. En 1909, Max Liebermann, prince des peintres allemands, y achète le dernier terrain disponible en bordure de lac pour la somme rondelette de 145 000 Reichsmark. Un an plus tard, la maison est construite et il transforme le jardin en paradis. La splendeur estivale de cet endroit devient son sujet préféré. Pour les Berlinois aisés, pour les riches célébrités, c'était l'évidence. Il fallait avoir sa villa sur les rives du Wannsee. Il était particulièrement fier de ne pas avoir hérité de cette propriété, mais de l'avoir financée lui-même. Son prix élevé correspondait à 2 années de travail et de vente de tableaux.
L'été 1934 sera pour Max Liebermann le dernier dans son petit paradis du Wannsee. Il est juif et comme tel, les nazis ne lui facilitent pas la vie. Il meurt en 1935. Sa fille et sa nièce émigrent aux États-Unis, mais Martha, sa femme, ne veut pas quitter son pays natal. La situation de Madame Liebermann était désespérée. Sa déportation était devenue imminente. Elle s'est alors empoisonnée en absorbant une surdose de médicaments. Et elle est morte 7 jours plus tard à l'hôpital juif. Les Oppenheim, eux, ont réussi, on ne sait comment, à passer en Angleterre et en Suisse. La plupart des Juifs qui résidaient ici ont pu fuir à temps. Mais bien sûr, ils ont perdu tous leurs biens, ainsi que ces maisons. Dans le monde des grandes fortunes du Wannsee, la voile est une institution. Jusqu'en 1933, que l'on soit juif ou chrétien n'a pas d'importance. Mais une mise à l'écart s'effectue ensuite, y compris dans la prestigieuse maison des voiliers du Wannsee, le club nautique local. Il a été fondé par des habitants aisés de la colonie Alsen qui ont financé le prestigieux bâtiment qu'il abrite. Les parents de Peter Zander sont à l'époque membres du club. Mon père et son associé avaient un voilier magnifique, vraiment splendide. À l'époque, les bateaux étaient tous en bois, mais celui-ci était vraiment très beau. Les membres du club étaient des gens tellement intéressants. Les Langenscheidt en faisaient partie, ceux qui éditent le fameux dictionnaire et qui ont pour devise « Nous vendons le bon allemand et nous parlons le mauvais ». Cette devise, je la connais depuis l'enfance. C'est grâce à elle que je parle le haut-allemand et pas le berlinois. Moi, je ne savais absolument pas que j'étais juif. On voit bien sur les photos que j'avais une assurance sans limite. J'étais moi, je faisais partie de Berlin. J'étais berlinois, point. Ça n'était absolument pas une question pour moi, jusqu'au jour où on m'a dit que j'étais juif. Mes parents ont su très tôt ce qui se tramait avec Hitler. Ne me demandez pas comment. C'était avant avril 1933, car mon père est parti en Angleterre en avril et nous en octobre. Je me souviens d'une scène qui s'est déroulée à Berlin. On entendait chanter. C'était un groupe de jeunes nazis de toutes les tailles, des enfants, des jeunes hommes qui marchaient au pas cadencé. Nous, on regardait ça depuis notre balcon. Et les paroles de la chanson disaient « Quand le sang juif giclera sur les couteaux, tout ira bien, tout sera beau ». Nous étions scandalisés. À l'époque, cela ne nous faisait pas peur du tout. C'est juste que nous trouvions ça répugnant. Mais je pense que mes parents, eux, se sont dit « Il faut sortir de là ». Depuis fin 1933, Peter Zander vit à Londres. Mais il ressent toujours de l'attachement pour la maison des voiliers du Wannsee. Il a apporté quelques photos de son enfance à Peter Rick, le mémorialiste du club nautique. Là, c'est la dernière photo de nous à Berlin. Ma mère et moi sur le départ à la gare de Charlottenburg. Au moins, nous n'avons pas dû prendre le wagon de marchandises. Nous étions en 3e classe. C'était très dur. Lorsqu'on quitte un pays de cette manière, et même si j'avais des parents qui s'occupaient de moi, alors que d'autres devaient émigrer seuls, sans être accompagnés, cela reste néanmoins une expérience qu'on met une vie entière à digérer. Je reste habité par ce tiraillement entre Londres et Berlin. Et il en sera ainsi jusqu'à ma mort. L'idylle bourgeoise du Wannsee est révolue. Des membres de l'ASS opèrent en mission secrète. Ils ne veulent pas se faire remarquer dans ce quartier huppé et restent discrets, du moins au début.
Leur destination, la maison de campagne Oppenheim. Depuis 1937, elle abrite l'Institut Wannsee, lui-même sous le contrôle du service de renseignement de la SS, le Sicherheitsdienst ou SD. À sa création, l'Institut Wannsee était réellement camouflé. C'est-à-dire qu'on avait accroché côté rue un panneau qui annonçait « Institut de recherche sur l'Antiquité ». Il arrivait qu'on y fasse livrer de grandes quantités d'ouvrages, ce qui n'étonnait personne. Avant-guerre, les SS s'arrangeaient d'ailleurs pour y venir en civil. En réalité, l'Institut Wannsee était une agence d'espionnage qui dépendait de la SS et qui réalisait dans le plus grand secret des travaux préparatoires aux invasions de l'Est de l'Europe et plus particulièrement de l'Union soviétique. Les nazis prennent leurs aises dans la maison de campagne Oppenheim. Les chambres qui permettaient autrefois de loger les invités sont transformées en bureaux. Des spécialistes de l'Europe de l'Est y compilent des informations importantes en vue de la guerre. Des cartes et des images aériennes étaient rassemblées ici, notamment dans le but de préparer les bombardements à venir. Qu'il s'agisse de l'agression de la Pologne ou de l'invasion de l'URSS, l'Institut Wannsee était impliqué. En fait, il l'était dans toute la campagne de l'Est. Mais les renseignements collectés sur l'Union soviétique allaient bien au-delà de cet objectif et concernaient plus largement tous les centres économiques, les ponts, les principales routes et les réseaux ferrés. Toutes ces informations étaient traitées ici. Sur les rives du Wannsee, les nazis sont à l'abri des regards et se sentent plus à l'aise qu'au centre de Berlin. En mai 1939, l'école de défense anti-aérienne du Reich ouvre ses portes non loin de là. Ce vaste complexe est destiné à préparer à la guerre tous les chefs d'îlots de la défense anti-aérienne. Pour l'inauguration du site, une fête solennelle est donnée en présence de Göring, commandant en chef de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Wieder ist ein neuer Großbau des Dritten Reiches beendet und fertiggestellt. Ein Bau, der zwar ein Zweckbau in jeder Richtung zu sein hat, aber trotzdem auch hier die Schönheit und den Stil des neuen Reiches verkörpert. À des fins de camouflage, l'architecture typique des casernes a été évitée. L'école fait plutôt penser à un lotissement bourgeois. Die Pflicht, im Luftschutz zu dienen, ist Pflicht an Führer und an Volk. Das ist die wichtige Aufgabe, die dieser neue Bau hat. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, la présence nazie va s'intensifier sur les berges du Wannsee. Le quartier cossu attire de plus en plus de services qui s'y délocalisent. Un lieu idéal pour les rencontres secrètes. L'une d'elles, le 20 janvier 1942, entrera dans l'histoire sous le nom de Conférence de Wannsee. Le seul point à l'ordre du jour est celui de la solution finale de la question juive en Europe. C'est Richard Heydrich, chef du service de renseignement de la SS, qui est à l'initiative de cette réunion. L'extermination de masse était déjà pratiquée au vu et au su de tous en Europe de l'Est, des soldats allemands comme de l'administration civile locale. La conférence de Wannsee marque un tournant, car elle acte que le génocide prendra dorénavant un caractère systématique dans toute l'Europe. C'est ici que les secrétaires d'État de tous les ministères concernés ont appris que le plan de déportation et de meurtre de toute la population juive européenne allait être mis en application au cours de la guerre, et que Heydrich devenait le coordinateur suprême de toute l'opération. Le procès-verbal de la conférence décrit le plan de cette entreprise meurtrière. Il est rédigé par le dirigeant du service des affaires juives au sein de l'Office central de la Sûreté du Reich, Adolf Eichmann.
Plus tard, il évoquera sans détour l'objet de la conférence. Jetzt Wannsee. Wannsee-Konferenz. Vielleicht entsinnen Sie sich, was man da gesprochen hat. Da sind die verschiedenen Tötungsmöglichkeiten besprochen. Verschiedene Tötungsmöglichkeiten. Jawohl. Lors de son procès à Jérusalem, Eichmann a livré des détails qui sont tout à fait plausibles. Il raconte notamment que lors des pauses, en avalant des petits canapés et en buvant du cognac, certains participants, de véritables spécialistes du meurtre, racontaient de quelle façon ils s'y prenaient pour tuer, quelles méthodes ils employaient. Cette discussion a eu lieu de manière tout à fait ouverte, mais n'a pas été portée au procès verbal. La discussion sur les modalités pratiques du génocide prendra moins de 2 heures, dans une atmosphère bourgeoise et feutrée, avec vue sur le lac. Depuis 1941, la villa accueille les hôtes du service de renseignement de la SS. Une circulaire interdisait à tous les chefs du service de renseignement de descendre à l'hôtel lorsqu'ils séjournaient à Berlin. Ils logeaient donc ici. D'ailleurs, le lieu était très apprécié, même si à l'origine il s'agissait d'une obligation. La table était bonne, il y avait toujours une Mercedes devant la villa qui vous emmenait rapidement à la gare de Wannsee, et de là on était très vite à la gare berlinoise de Anhalt, où se trouvait l'office central de sûreté. Et puis on rencontrait toujours des camarades, il y avait toujours de bons cigares. C'était une manière de rendre la maison attractive, car on voulait éviter que des responsables du SD qui séjourneraient à l'hôtel ne s'étendent sur leurs activités à l'Est après avoir un peu trop bu. Et ils buvaient beaucoup. Ce sont des travailleurs forcés juifs qui sont chargés de l'entretien des villas et des jardins occupés par la SS. Le domaine de la maison de campagne Oppenheim accueille une école d'horticulture, un établissement de reconversion de l'Association des Juifs d'Allemagne, selon la terminologie de la bureaucratie nazie. Officiellement, elle prépare des enfants et des adolescents à l'émigration et à la vie en Palestine. Ils y sont sous la responsabilité de Itzhak Schwerzens. Itzhak Schwerzens était une personnalité connue à Berlin. Il est passé dans la clandestinité en 1942 pour se soustraire à sa déportation imminente. Avec des amis, il a mis sur pied le Ruchralutzi, l'un des 2 plus importants groupes de résistance juive de Berlin, qui organisait la vie clandestine pour les adolescents juifs et même pour les enfants, et qui a ainsi permis la survie de nombreuses personnes. Il était censé enseigner l'horticulture aux jeunes qui lui avaient été confiés. Il racontait qu'il avait accepté le poste immédiatement. Les cours se tenaient dans une espèce de serre, mais lui, bien sûr, ne parlait pas d'horticulture. Il leur parlait d'histoire, de politique. Il essayait de les préparer à la vie et pas seulement au maraîchage. Il disait de ses élèves qu'ils étaient très bons, extrêmement disciplinés. Aussitôt qu'un membre de la SS se montrait, ils embrayaient sur des sujets tels que les carottes ou les radis. Malheureusement, pour tous les jeunes qui n'ont pas réussi à passer dans la clandestinité avec Schwerzens, cela se terminera quand même par la déportation. En juin 1942, l'interdiction de dispenser un enseignement ou une formation professionnelle aux jeunes juifs devient totale. L'école d'horticulture du Wannsee ferme alors ses portes. Les élèves passaient par ici. Ils devaient aller à la gare, je pense. Un jour, ils ne sont plus venus. À l'époque, on n'avait pas encore entendu parler des chambres à gaz. Mais on savait que les Juifs étaient arrêtés, que les camps de concentration existaient, qu'on les y tuait. Ce qu'on ne savait pas, c'était de quelle façon, en quel nombre, et cette histoire de gazage, c'était tout à fait épouvantable. Ça, bien sûr, on ne le savait pas. Mais on était bien conscient que ces enfants n'allaient pas bien. D'un côté, la terreur et la mort. De l'autre, un petit coin de paradis. Freibad Wannsee hat von der alten Anziehungskraft nichts eingebüßt. En 1942, plus de 800 000 visiteurs fréquentent la plage. On y vient pour se détendre, comme si la guerre n'existait pas, alors même que les bombardements sur Berlin se multiplient. Une bonne étoile veille sur la plage qui échappe aux bombes. Jusqu'à la fin de la guerre,
les Berlinois viendront ici pour essayer d'oublier, au moins l'espace d'une journée d'été, les soucis de la guerre. Une autre villa du Wannsee hébergera dès l'été 1940 un service d'écoute des radios étrangères, les stations ennemies. Les nazis veulent savoir ce que le monde pense de leur politique et des opérations militaires en cours. Avant-guerre, le pavillon suédois était un restaurant couru. C'est ici que le ministère des Affaires étrangères du Reich installera le service spécial Seehaus. Il s'agit alors de la plus grande et la plus moderne des installations de radio-écoute d'Allemagne. L'amplification de ces émissions de radio produisait inévitablement tout un tas de sons parasites qui pouvaient être entendus par les gens qui flânaient dans les rues proches au cours de leur promenade à Wannsee. On avait donc mis à l'extérieur un panneau qui indiquait « Laboratoire d'essais radiotechniques » pour justifier que des sons de stations étrangères soient parfois perçus alentour, alors que leur écoute était strictement interdite au grand public. Ce n'était pas entièrement faux d'ailleurs, car on y testait bien de nouveaux récepteurs et de nouvelles méthodes de réception. Dans un certain sens, il s'agissait donc bel et bien d'un laboratoire d'essai. 500 collaborateurs, dont de nombreux étrangers, s'y relaient jour et nuit. C'était de la captation d'informations. Je ne sais pas de quelle manière ils s'y prenaient. Mais ma sœur travaillait là-bas. Il était strictement défendu aux employés de dire ce qu'on y faisait. Elle était sténotypiste, elle écrivait énormément. Ma mère aussi y travaillait en tant que manœuvre. Il y avait beaucoup de femmes de Wannsee. Tout ce qui se passait dans le monde était consigné. C'était noté par des sténodactylos, comme ma sœur et d'autres, puis c'était imprimé. Elle ne racontait jamais ce qu'elle faisait. C'était formellement interdit. Au bout d'un certain temps, Goebbels a critiqué la diffusion trop large de ces rapports d'actualité de radio étrangère. Après une concertation entre Hitler et Goebbels, le nombre d'exemplaires en circulation a baissé de manière drastique, passant de 70-75 à 4 ou 5. Un nombre qui a de nouveau augmenté par la suite, bien sûr. En fait, chaque administration, presque chaque poste de police, voulait avoir son propre rapport, que l'usage en soit justifié ou non. Il n'y avait pas toujours de raison valable. Il s'agissait plutôt d'une manière de contourner la propagande officielle. Hier ist England. 3 coups brefs, c'était la BBC, la station anglaise. C'était formellement défendu, mais nous étions seuls dans la maison et les femmes de chambre étaient inoffensives. Nous n'avons jamais cessé d'écouter les stations ennemies. Il fallait se tenir au courant de ce qui se passait. Ce qu'on nous serinait ici n'était pas la vérité. Même dans les derniers jours de la guerre, les services du Wannsee continuent à chanter l'air de la victoire finale. Alors que l'armée rouge s'apprête à conquérir Berlin, les SS transforment la région du lac en forteresse. Les troupes qui étaient stationnées à Potsdam se sont repliées sur cette île du lac. Il y avait là un commandant SS complètement fou, un fanatique qui ordonnait le rassemblement de troupes et faisait dynamiter les ponts pour transformer le Wannsee en ultime citadelle de la défense du Reich. Une stratégie vouée à l'échec. Rien n'arrête plus l'avancée soviétique. À partir de fin avril 1945, la zone autour du Wannsee subit d'intenses bombardements. Dolly Radouch est alors âgée de 11 ans.
Nous étions pilonnés. Le bruit était tellement assourdissant qu'on avait peur de s'évanouir. Ça a duré sans interruption jusqu'à 5 heures du matin. Puis ma mère a dit « Ne restons pas là, c'est trop dangereux. Nous allons nous cacher dans la forêt. » C'était un calvaire. Nous sommes partis en poussant une carriole chargée de bagages et le vélo auquel nous l'avions attaché. Mais ma mère était une femme énergique. Elle nous faisait avancer avec des « Allez, on y va !» Tout à coup, nous nous sommes retrouvés nez à nez avec un officier allemand qui a demandé à ma mère « Mais que faites-vous ici, madame ?» Elle lui a dit que nous cherchions à nous mettre à l'abri, mais il a répondu « Impossible, c'est ici que va passer la principale ligne de front, vous ne pouvez pas rester. » Les positions de tir de l'armée rouge se situent à Potsdam, à Gribnitze et à Klaro. Le mieux, c'est de vous réfugier dans le bunker du Eckeshorn. J'étais complètement à bout et je pleurais souvent. Le 2 mai, le calme était revenu dehors. Et quelqu'un est venu nous dire « Il faut sortir maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. » Des centaines de soldats ont perdu la vie dans ces combats insensés. Beaucoup sont enterrés au cimetière du Grand Wannsee. Certains étaient presque encore des enfants. Cette croix de pierre porte en son centre une étoile de David. Elle témoigne d'une époque de tolérance entre chrétiens et juifs. C'est le fondateur de la colonie Alsen, Wilhelm Conrad, qui l'a fait installer en 1887. L'industriel Franz Oppenheim est aussi enterré ici. Après-guerre, les survivants juifs ne sont jamais revenus au Wannsee. La famille Liebermann a été décimée. Plusieurs nièces de Liebermann ont été arrêtées ici même, puis elles ont été déportées à Theresienstadt, dans un convoi réservé aux personnes âgées. Et là-bas, elles ont été tuées. Il y a les blessures, la mort de la mère qui n'est pas sortie d'ici. Ce qu'a enduré cette famille est effroyable. Je comprends très bien qu'après tout ça, il n'ait pas voulu revenir dans ce pays, dans cette ville. Dans l'après-guerre, 6 villas laissées vacantes seront utilisées comme hôpital, dont la villa Liebermann et la maison de campagne Oppenheim. Le terrain de l'ancienne école de défense anti-aérienne verra s'installer une clinique pour malades de la tuberculose. De nouveaux bâtiments sont construits. On y adjoint des terrasses pour que les patients profitent de la lumière, de l'air et du soleil. À la fin de la guerre, il y avait dans la région 65 000 malades de la tuberculose. Il fallait donc les soigner. Les forces d'occupation, comme on les appelait à l'époque, y attachaient elles-mêmes une grande importance. C'est dans cette optique que les Américains ont cédé ce terrain en 1946. La clinique a accueilli des patients dès 1947. Au début, ils étaient hébergés dans des baraquements provisoires. Puis, ces baraquements ont été démolis et remplacés par des bâtiments de plain-pied, qui contenaient chacun 40 lits. Ce sont les premières constructions qui ont été faites ici après-guerre. La plupart des bâtiments sont aujourd'hui désaffectés. Après 60 ans de présence, la clinique pulmonaire du Eckeshorn quitte le Wannsee. La plage du lac rouvre dès le premier été de paix.
mais il est défendu aux soldats américains de fraterniser. En clair, tout type de relation avec des Allemands est interdit. Ce qui n'empêche pas les GI de flirter avec les Fraulein, et parfois c'est le grand amour. Un jour, les Américains sont venus. C'était épatant pour nous. Nous avons fait la connaissance d'un jeune soldat qui est tombé amoureux de ma sœur. Il était adorable, si gentil. Mais ma sœur ne voulait pas se promener seule avec lui, alors je pouvais les accompagner. Et mon amie aussi, celle qui travaillait au service de radio-écoute. 3 filles et un soldat, on se promenait bien gentiment. Pour lui, elle était la plus mignonne et la plus gentille des filles qu'il ait jamais rencontrées. Il voulait l'emmener en Amérique. Je me rappelle encore comme il lui disait « I think I'll take you with me ». Malheureusement, c'était impossible. Il a dû retourner en Amérique tout seul. Et ma sœur est restée ici. En 2003, nous avons reçu une lettre d'Amérique, une lettre de lui adressée à ma sœur. Une photo était jointe. Il l'avait envoyée à notre ancienne adresse avec son nom de jeune fille. Il demandait si quelqu'un connaissait ces jeunes filles et aussi de leur faire passer un message si les 2 dames étaient toujours en vie. Nous l'avons appelé au téléphone, nous lui avons écrit aussi, puis il a invité ma sœur. C'est la chose la plus extraordinaire qu'elle ait faite de toute sa vie, partir toute seule en Amérique à Washington. Et pour lui, c'était merveilleux. Je crois que ça l'était pour elle aussi, de se revoir 57 ans plus tard. Après-guerre, les Allemands ont l'interdiction de pratiquer la voile. À leur place, ce sont des soldats américains qui tiennent la barre. Les voiliers et les clubs nautiques sont réquisitionnés par les Américains. Même les membres de la maison des voiliers du Wannsee ne naviguent plus qu'en rêve. Ce n'est qu'en 1948 que le très chic club réintégrera son siège. Pendant le blocus de Berlin, de juin 1948 à mai 1949, les plaisanciers seront témoins d'un spectacle insolite. Quand nous étions sur le lac, le plus intéressant à voir, c'était le ballet des hydravions, du modèle Sunderland. Ils apportaient du charbon jusqu'à Gâteau. On mettait alors le cap sur une grande baie où il y a une plage. On les regardait arriver au-dessus de l'île de Lindwerder. Ils amérissaient et traversaient avec les moteurs encore allumés. C'étaient des quadrimoteurs, des engins énormes qui se suivaient toutes les 10 minutes. Et nous, on observait tout ça, comment ils déchargeaient le charbon puis redécollaient. C'était un spectacle incroyable, magnifique. Quand le vent venait de l'est, il repartait au-dessus du Wannsee. Avec le vent d'ouest, il passait au-dessus de Potsdam. C'était dingue, complètement fou. Nous, les garçons, on était fascinés par ces engins. À l'été 1951, un tube fait connaître le Wannsee au-delà de Berlin. Mais l'idylle lacustre a aussi ses faces sombres. En 1952, une balle perdue, provenant du champ de tir de l'armée américaine située non loin, blesse grièvement une petite fille sur la plage. À Berlin-Est, les réactions sont caustiques. Schließ die Badehose ein, lass das Baden lieber sein, denn der Ami schießt am Wannsee. Wenn die Sonne strahlend scheint und das Schwesterchen noch weint, fahre bloß nicht an den Wannsee.
Les troupes américaines lèveront définitivement le camp en 1994. Mais il y a toujours des Américains au Wannsee. Dans une villa située sur la rive est se trouve l'American Academy. Après-guerre, c'était un club de loisirs pour les membres de l'armée américaine. Ils y organisaient des fêtes et prenaient du bon temps. Avant qu'il ne fasse construire sa maison de campagne sur la rive opposée, ce domaine-là appartenait aussi à Franz Oppenheim. Plus tard, il a été acheté par le banquier Hans Arnhold. Et quand celui-ci, d'origine juive, a émigré aux États-Unis avec sa famille en 1936, les nazis s'y sont installés. Aujourd'hui, la maison est un important lieu d'échange culturel et scientifique entre l'Allemagne et les États-Unis. Et le dernier propriétaire légal, Hans Arnhold, y a conservé une place d'honneur. Cette maison reflète pour moi toute l'évolution du XXe siècle. Et il est frappant de constater que les Américains qui arrivent ici savent tous qu'à un jet de pierre se trouve une autre villa, celle dans laquelle s'est déroulée la conférence de Wannsee. Ils en connaissent le sens. L'un des chercheurs en résidence pour 6 mois est l'historien américain Norman Neimark. La beauté des lieux l'emporte sur l'horreur. Je ne me réveille pas tous les matins en me disant « Mon Dieu, j'habite à Wannsee ». Les significations sont multiples. Celle de la conférence de Wannsee et des nazis qui ont occupé cette villa, et d'autres pendant la Seconde Guerre mondiale et toute la période nazie, n'est que l'une d'entre elles.